Mon gendre m'a humilié avec un toast. Il ne savait pas que son père se lèverait pour trinquer à ma santé et à ma fortune. Si cette histoire vous a touché, mettez un pouce en l'air à la vidéo. Et dans les commentaires, racontez-moi, avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un vous a complètement sous-estimé? Votre expérience pourrait inspirer d'autres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires qui touchent le cœur. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 62 ans, et voici l'histoire de comment un toast de mariage s'est transformé en ma plus douce vengeance. Ce samedi de mai, au magnifique château de Vincennes aux portes de Paris, tout semblait parfait. Les jardins étaient un océan de roses blanches et d'hortensias bleues, exactement comme ma fille Camille l'avait toujours rêvé. Le soleil filtrait à travers les tilleuls centenaires, créant des jeux de lumière qui rendaient chaque photographie magique. Les invités, élégamment vêtus, se déplaçaient entre les tables dressées de nappes ivoires et de compositions florales de pivoine rose. Le parfum du jasmin et de l'herbe fraîchement tondue flottait dans l'air tiède du printemps. Je portais mon seul costume correct, celui que j'avais acheté il y a 15 ans pour les funérailles de ma femme Sylvie. Je l'avais fait retoucher par un tailleur de Belleville, où je vis dans un modeste 2 pièces dans un immeuble des années 1960. Les manches avaient été raccourcies, le pantalon ourlait, mais on voyait bien que ce n'était pas du Hugo Boss ou de l'Armani comme ceux des autres invités. La cravate, en soie bleu marine, était un cadeau que Sylvie m'avait offert pour notre 20e et dernier anniversaire de mariage. Elle avait dit, « Pierre, tu as l'air d'un vrai gentleman avec ça. » Camille rayonnait dans sa robe de dentelle française de chez Vera Wang, une robe qui coûtait 8 000 € plus que ce que je gagne en 6 mois comme gardien dans l'école primaire Jules Ferry dans le 11e arrondissement. Mais pour elle, j'aurais fait n'importe quel sacrifice. Je l'avais toujours fait. Ses cheveux châtain clair, hérités de sa mère, étaient relevés en un chignon élégant, et elle portait les boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à sa grand-mère Sylvie, le seul bijou de valeur que nous possédions. Elle était ma princesse, la raison pour laquelle je me levais chaque matin à 5 heures pour nettoyer les salles de classe et les couloirs avant l'arrivée des enfants. Quand Sylvie est morte d'un cancer du sein, Camille n'avait que 18 ans et venait juste d'obtenir son baccalauréat. Je me souviens encore de cette nuit terrible à l'hôpital Saint-Louis, quand les médecins m'ont dit que la chimiothérapie n'avait pas fonctionné et qu'il n'y avait plus rien à faire. Sylvie a pris ma main avec ses doigts devenus fins comme des brindilles et m'a chuchoté, « Pierre, promets-moi que tu t'occuperas de notre petite fille. Promets-moi que tu lui donneras tout l'amour que je ne pourrai plus lui donner. Elle doit étudier, elle doit être heureuse, elle doit avoir tout ce que nous n'avons pas pu lui offrir. » Je suis resté seul pour l'élever, avec une pension de veuvage minimale de 800 € et mon salaire de gardien de 1 400 € net. Pas de vacances sur la Côte d'Azur, pas de restaurant, pas de vêtements de marque. Mais Camille avait étudié, elle avait obtenu son diplôme d'architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville avec mention très bien et trouvé un bon emploi dans un cabinet de renom près de la Bastille. Julien Moreau, son fiancé et maintenant mari, venait d'un monde complètement différent. Son père, maître Henri Moreau, était un avocat réputé en droit civil avec des cabinets à Paris et Lyon, spécialisé en droit des affaires et fusion-acquisition. Je l'avais vu quelques fois dans le Figaro et les Échos, toujours impeccable dans ses costumes sur mesure de chez Brioni, avec cette autorité naturelle et cette assurance que seul l'argent, l'éducation et le statut social peuvent conférer. La mère, Isabelle, était un ancien mannequin des années 80 qui dirigeait maintenant une galerie d'art exclusive rue Saint-Honoré, où les tableaux se vendaient plus cher que ce que je gagne en 10 ans. Il vivait dans un penthouse du 16e arrondissement avec vue sur le Trocadéro, possédait une maison de vacances à Deauville et un chalet à Courchevel. Julien lui-même était un jeune avocat dans le cabinet de son père, conduisait une BMW série 5 noir dernier modèle et ne portait que des costumes sur mesure. Grand, blond, aux yeux bleus, avec ce sourire confiant de ceux qui ne se sont jamais souciés d'argent, de travail ou d'avenir. Ses mains étaient douces et soignées, sans callosité, sans les cicatrices et crevasses qui viennent de décennies de travail manuel. Au début, quand Camille me l'a présenté il y a 3 ans dans un restaurant élégant du Marais, un endroit où un plat principal coûtait plus que mes courses hebdomadaires, j'ai essayé d'être optimiste. « Papa, il est différent de ce que tu penses », m'avait-elle dit alors que nous rentrions en métro ce soir-là. « Il est gentil, il m'aime vraiment. Il se fiche que tu sois gardien. Il ne voit que moi.
Et je voulais le croire, pour elle. Je voulais croire que l'amour était vraiment aveugle aux différences de classe, que dans le monde moderne, ces choses n'avaient plus d'importance. Mais avec le temps, j'ai remarqué de petits signes révélateurs. La façon dont ils me regardaient quand je venais dîner dans leur appartement chic du Marais, comme si j'étais déplacé dans leur monde de cristal baccarat, d'argenterie ancienne et de meubles design. Comment ils changeaient rapidement de sujet quand Camille parlait de mon travail devant ses amis avocats et architectes. Comment ils oubliaient de m'inviter au dîner avec ses parents, bien que Camille l'ait demandé plusieurs fois. Pierre travaille à l'école, disait toujours Camille quand quelqu'un demandait ma profession. Jamais, il est gardien, ou il s'occupe de l'école, simplement travaille à l'école, comme si j'étais un enseignant, un directeur ou au moins un employé administratif. Et je faisais semblant de ne pas le remarquer, pour ne pas l'embarrasser ou gâcher son bonheur. Pendant les mois de préparation du mariage, la tension est devenue de plus en plus palpable. Les Moreau avaient insisté dès le début pour tout payer, le château pour 15 000 €, le traiteur pour 120 invités pour 8 000 €, les fleurs pour 3 000 €, la musique, le photographe, même la robe de mariée. C'est notre cadeau aux jeunes gens, avait dit Henri avec son sourire condescendant mais charmant lors d'un dîner dans leur pentouse. Nous voulons que tout soit parfait. Camille mérite ce qu'il y a de mieux. J'avais humblement proposé de contribuer avec mes économies 3 000 € que j'avais péniblement épargnés en 2 ans, en me privant de tout sauf du strict nécessaire, en prenant des heures supplémentaires comme agent d'entretien dans des immeubles de bureaux et en faisant du gardiennage le week-end pour des particuliers. Mais Julien avait ri, un rire bref et coupant qui m'avait transpercé. « Pierre, ne t'inquiète pas. Nous nous occupons des choses importantes. Tu n'as qu'à penser à être heureux pour Camille et à te réjouir. Les choses importantes. Comme si mon amour pour ma fille n'était pas important. Comme si mes sacrifices, mes nuits blanches, mes privations ne comptaient pour rien. Le jour du mariage, je me sentais comme un étranger à la fête de ma propre fille. J'étais assis à la table numéro 8, loin de la famille du marié et des invités VIP, avec quelques vieux amis de Sylvie, des collègues de Camille du cabinet d'architecture et Madame Rousseau, ma voisine de 75 ans qui avait toujours eu un faible pour Camille et la traitait comme une grand-mère. Les Moreau occupaient les 3 premières tables directement devant les mariés, entourés d'avocats, de médecins, d'entrepreneurs, de juges et d'autres représentants de la haute société parisienne. Des gens qui parlaient d'investissement immobilier, de voyages à Dubaï et aux Maldives, de leurs résidences secondaires et tertiaires, de portefeuilles d'actions et de paradis fiscaux. Pendant le déjeuner opulent, j'observais Camille de loin. Elle était heureuse, c'était indéniable. Elle riait aux plaisanteries de Julien, s'appuyait naturellement et tendrement contre lui, rayonnait de cette lumière particulière qu'ont les mariées vraiment amoureuses. Parfois, son regard croisait le mien à travers la salle, et elle me souriait, ce sourire chaleureux et aimant qui me rappelait toujours Sylvie quand elle était jeune et que le monde semblait encore plein de possibilités. Et cela me suffisait. Ou du moins, je le pensais. Le menu était raffiné et coûteux, entrée de bar cru et caviar, risotto aux truffes blanches du Piémont, carré d'agneau aux herbes de Provence avec un jus au vin rouge. Des vins nobles étaient servis, un Sancerre de Loire, un Bourgogne de France, un Barolo d'Italie dont je n'avais jamais entendu parler et dont je ne pouvais même pas prononcer les noms. Tout était parfait, tout était exquis, tout était d'un prix inabordable. Je me sentais maladroit et déplacé en essayant de comprendre laquelle des 4 fourchettes différentes utilisées pour chaque service. Puis vint le moment des toasts, que j'attendais secrètement avec impatience. Le premier fut naturellement Henri. Il se leva avec son élégance et son autorité naturelle, le verre de Dom Pérignon à la main, et parla de la joie d'accueillir Camille dans la famille Moreau. De beaux mots bien choisis, mesurés et éloquents, comme on pouvait s'y attendre d'un avocat expérimenté. Il parla de l'amour comme fondement du mariage, des projets d'avenir communs, des traditions familiales qui devaient être perpétuées. Il ne me mentionna pas une seule fois, comme si je n'existais pas, comme si Camille n'avait pas eu de passé avant Julien. Puis vinrent quelques amis et les témoins. Des discours doux et amusants pleins d'anecdotes universitaires, d'histoires de voyages communs et de vœux sincères. Tous parlaient de Julien et Camille comme du couple parfait, destiné au succès, à la prospérité et à une vie pleine de bonheur. Enfin, Julien se leva.
Mon cœur se mit à battre plus vite. Peut-être dirait-il quelque chose de gentil sur moi, sur le fait que j'avais élevé seule une fille si merveilleuse, intelligente et aimante. Peut-être reconnaîtrait-il mes sacrifices, ne serait-ce que par une seule phrase respectueuse. Il commença bien et avec charme. Il remercia sa mère de lui avoir enseigné l'élégance, le bon goût et les bonnes manières, son père de lui avoir montré ce que signifie être un homme accompli, comment atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Il remercia les témoins pour leur amitié, les amis pour leur soutien, les parents qui étaient venus de loin pour partager ce jour spécial. Puis son regard se posa sur moi pendant un long moment angoissant. Un sourire moqueur, presque cruel, traversa son visage, ce même sourire que j'avais appris à redouter ces derniers mois. Naturellement, dit-il d'une voix forte et cristalline qui résonna dans tout le jardin et fit taire toutes les conversations, je voudrais aussi remercier ceux qui ont contribué à faire de Camille la femme extraordinaire qu'elle est aujourd'hui. Certains parents sont fondamentaux et déterminants dans l'éducation et le développement de leurs enfants. Il fit une longue pause théâtrale, tandis que son sourire devenait plus large et plus méchant. D'autres, eh bien, disons honnêtement, certains pères n'ont jamais vraiment fait de différence. Certaines personnes sont simplement de l'arrière-plan. Mais l'important, c'est que Camille soit ici aujourd'hui, prête à commencer une vraie vie, avec une famille qui peut vraiment prendre soin d'elle et lui offrir l'avenir qu'elle mérite. Le silence qui suivit fut assourdissant et douloureux. Je sentis le sang se retirer de mon visage et mes mains commencer à trembler. Quelques invités toussèrent gênés, d'autres fixèrent leurs assiettes. Camille avait baissé les yeux, ses joues rouges de honte et d'embarras. Je restai figé, le verre de champagne à mi-chemin de mes lèvres, incapable de bouger ou de respirer. Certains pères n'ont jamais vraiment fait de différence. Ces mots me frappèrent comme des coups de marteau directement au cœur. Je pensais aux innombrables nuits blanches quand Camille était enfant et avait de la fièvre et que je ne pouvais pas me permettre un médecin privé, attendant des heures dans des urgences bondées avec elle dans mes bras, pendant qu'elle pleurait et que je lui assurais que tout irait bien. Au double service que je faisais pour payer ses études, nettoyant des immeubles de bureaux tard dans la nuit après avoir déjà travaillé 8 heures à l'école, mes genoux me faisant mal et mon dos me brûlant. Aux privations et sacrifices sans fin, aux fois où je ne mangeais que des pâtes au beurre et du fromage bon marché pendant des semaines parce qu'elle avait besoin de ses livres d'architecture coûteux pour ses examens. Je pensais à quand elle avait 16 ans et que toutes ses camarades de classe partaient en voyage linguistique à Londres. Elle ne m'en avait jamais parlé parce qu'elle savait que nous ne pouvions pas nous le permettre, mais j'avais trouvé la brochure cachée dans son bureau, avec un essai qu'elle avait écrit sur ses rêves. J'avais travaillé 3 mois les week-ends comme peintre et aide-rénovateur, mes mains étaient crevassées et ensanglantées, mais j'avais réuni les 1200 €. Quand je le lui ai dit, elle a pleuré et m'a serré si fort que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. Je pensais à Sylvie dans son lit d'hôpital, amaigrie et faible, qui me regardait avec ses dernières forces et chuchotait, « Pierre, promets-moi que tu lui donneras tout ce que je ne peux plus lui donner. Promets-moi qu'elle sera heureuse, qu'elle pourra étudier, qu'elle n'aura jamais l'impression de valoir moins que les autres. » Et j'avais tenu cette promesse. Chaque jour pendant 18 ans. J'avais renoncé à ma propre vie, à un nouvel amour, aux loisirs, aux vacances, à tout ce qui rend la vie digne d'être vécue. Mais apparemment, pour Julien Moreau, tout cela n'avait pas vraiment fait de différence. Julien continua comme si de rien n'était, parlant de leurs brillants projets d'avenir, de la maison qu'ils achèteraient dans l'un des meilleurs quartiers de Paris, des voyages à New York et Tokyo, des enfants qu'ils auraient et comment ces enfants grandiraient dans un monde de privilèges et d'opportunités. Mais je n'entendais plus ces mots que comme à travers du coton. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient, et je sentais des larmes d'humiliation brûler mes yeux. J'étais sur le point de me lever et de quitter ce lieu de honte, quand quelque chose de complètement inattendu se produisit. Maître Henri Moreau se leva d'un bond avec une violence qui renversa sa chaise. Son visage, habituellement maîtrisé et contrôlé comme celui d'un négociateur expérimenté, était devenu un masque de colère froide. Ses yeux, fixés sur son fils, brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue chez un être humain. Isabelle aussi regardait son fils avec horreur, la main portée à sa bouche, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. « Julien, » dit Henri d'une voix tranchante et coupante comme un verdict de juge. « Assieds-toi. Immédiatement. »
Et tais-toi. Le ton était celui d'un homme habitué à parler devant des juges fédéraux et à négocier des contrats de millions d'euros. Julien, complètement surpris par la réaction de son père, s'assit instinctivement, le sourire arrogant mourant sur ses lèvres comme de la glace au soleil. Henri prit le microphone des mains de son fils d'un geste à la fois déterminé et plein de mépris. Le silence dans le château était absolu et oppressant. Même les serveurs s'étaient arrêtés, leurs plateaux suspendus dans l'air, comme si le temps lui-même avait cessé d'exister. « Chers invités, commença Henri d'une voix qui résonna dans tout le jardin, avant que cette fête continue, je dois dire quelque chose de très important. Quelque chose qui ne peut pas attendre. » Sa voix était claire, puissante et pleine d'autorité. « Mon fils vient de commettre une erreur grave et impardonnable. Une erreur que je ne peux tolérer en tant que père, en tant qu'avocat et en tant qu'homme décent. » Julien était devenu livide, ses mains tremblaient. « Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu m'humilies devant. »« Tais-toi, » l'interrompit Henri avec une froideur qui me fit même frissonner. « Tu as parlé. Maintenant c'est moi qui parle. Et tu vas écouter, exactement comme tous les autres ici. » Il se tourna vers moi, et à ma complète surprise, son expression changea complètement. Ses yeux, que j'avais toujours perçus comme froids et distants, étaient maintenant pleins de respect, de chaleur et même d'admiration. « Pierre Dubois, dit-il d'une voix qui tremblait d'émotion, je te dois des excuses. Des excuses profondes et sincères. Au nom de ma femme, de mon fils et de toute ma famille. » Ma bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Henri continua, sa voix devenant plus forte et plus pressante. « Il y a 3 ans, quand j'ai appris que mon fils fréquentait ta fille, j'ai fait ce que je fais toujours en tant qu'avocat, j'ai enquêté minutieusement. Pas par méchanceté ou préjugé, mais parce qu'il est dans ma nature de connaître les gens qui entrent dans la vie de mon fils. Et ce que j'ai découvert. » Il fit une pause, ses yeux cherchant mon regard. « Ce que j'ai découvert, Pierre Dubois, m'a fait honte. Honte de mes propres préjugés, honte de la façon dont je t'ai traité, et surtout honte du fils que j'ai élevé. » Mon cœur se mit à battre sauvagement. Qu'avait-il découvert? J'ai découvert, continua Henri, élevant la voix pour que chaque invité puisse l'entendre, que Pierre Dubois est devenu veuf à 44 ans, quand sa bien-aimée épouse Sylvie est morte d'un cancer. Qu'il a élevé seul une fille de 18 ans tout en travaillant comme gardien dans une école primaire. Qu'en 18 ans, il n'a jamais, et j'insiste, jamais manqué une seule journée de travail, peu importe à quel point il était malade ou quel problème personnel il avait. Quelques dames à la table des Moreau portèrent leurs mains à leur cœur, d'autres commencèrent à pleurer. Camille me regardait avec des larmes dans les yeux. J'ai découvert, continua Henri, sa voix maintenant pleine d'admiration, que cet homme extraordinaire a refusé 3 demandes en mariage différentes de femmes bonnes et aimantes, parce qu'il voulait se consacrer entièrement à sa fille. Qu'il économisait chaque centime qu'il gagnait pour l'éducation et l'avenir de Camille. Julien semblait vouloir s'enfoncer dans le sol. Isabelle Moreau avait couvert son visage de ses mains et pleurait doucement. J'ai découvert, dit Henri, sa voix tremblant maintenant d'émotion, que Pierre Dubois a vendu sa seule voiture, une vieille Volkswagen qui fonctionnait mais qu'il aimait, pour payer les études d'architecture de sa fille. Qu'il travaillait les week-ends et les jours fériés comme peintre, aide-rénovateur et agent d'entretien pour lui acheter les livres et matériaux coûteux dont elle avait besoin. Les larmes coulaient maintenant ouvertement sur mes joues. Je ne pouvais pas croire qu'Henri connaissait tous ces détails de ma vie. J'ai découvert, continua Henri, que cet homme a renoncé aux soins médicaux pour ses problèmes chroniques de dos, des problèmes causés par des années de dur labeur physique, parce que chaque euro devait être utilisé pour l'éducation de Camille. Qu'il achetait des analgésiques au lieu d'aller chez le médecin parce qu'il ne pouvait pas se permettre le traitement. Le silence était si profond et émouvant qu'on pouvait entendre le chant des oiseaux dans les arbres. Et j'ai découvert, dit Henri, sa voix se brisant presque d'émotion, que Pierre Dubois s'est évanoui de joie quand Camille a obtenu son diplôme avec mention très bien. Pas d'épuisement, pas de maladie, mais de pure joie écrasante. Parce que pour lui, voir sa fille réaliser ses rêves était plus important que sa propre vie, sa propre santé, son propre bonheur. Je pleurais maintenant sans retenue, toutes les émotions des dernières années jaillissant de moi. Mon fils, dit Henri, regardant maintenant Julien avec un mépris ouvert,
vient d'insulter et d'humilier un homme qui représente tout ce qu'un père devrait être. Un homme qui a littéralement tout sacrifié pour sa fille, sans jamais demander ou attendre quoi que ce soit en retour. Un homme qui a vraiment fait une différence, chaque jour de sa vie. Le silence était si profond et respectueux qu'il était presque physiquement palpable. Et tu sais ce qui rend tout cela encore plus honteux et dégoûtant, Julien, continua Henri, sa voix pleine de colère. Le fait que tu n'aies aucune idée de ce que signifie se sacrifier pour quelqu'un. Toi qui as tout eu servi sur un plateau d'or. Toi qui n'as jamais eu à travailler durant un seul jour de ta vie pour quelque chose que tu voulais vraiment. Toi qui ne sais même pas combien coûte un litre de lait ou ce que signifie choisir entre manger et acheter des médicaments. Julien essaya désespérément de parler. « Papa, s'il te plaît, je n'ai pas fini, le fit taire Henri d'un geste de la main. Je veux que tous les gens présents ici sachent qui est vraiment Pierre Dubois. Cet homme n'a pas seulement élevé une fille. Il a élevé une femme extraordinaire, intelligente, compatissante, forte. Une femme que mon fils gâté et arrogant ne mérite pas, mais qui par quelque miracle d'amour a choisi de l'aimer malgré ses défauts de caractère évidents. » Il se tourna vers Camille, son visage plein de tendresse. « Camille, ma chère Camille, ton père est un héros. Un vrai héros, pas un de ceux des livres ou des films. C'est un homme qui a transformé la douleur en amour, la pauvreté en richesse du cœur, la solitude en dévouement total et désintéressé. C'est l'homme que j'aurais aimé avoir comme père. » Camille se leva de sa place et courut vers moi, ses larmes coulant comme une cascade. Elle m'embrassa si fort que je pouvais sentir physiquement son désespoir et son amour. « Papa, sanglota-t-elle, je suis tellement désolé. Je suis désolé de ne jamais avoir dit à quel point je suis fier de toi. Je suis désolé d'avoir laissé quelqu'un te manquer de respect. Tu es le meilleur père du monde, et j'ai été une fille ingrate. » Je la tins fermement, respirant le parfum familier de ses cheveux, comme je le faisais quand elle était petite fille et cherchait du réconfort après des cauchemars. Henri n'avait pas fini. Sa voix devint encore plus forte et plus déterminée. « Julien, dit-il, tu as maintenant deux possibilités, et je ne te les expliquerai qu'une seule fois. Tu peux te lever, aller vers Pierre, te mettre à genoux devant lui et devant tous les présents et lui demander pardon comme un homme décent. Tu promettras de le traiter pour le reste de ta vie avec le respect, la déférence et la gratitude qu'il mérite. » Il fit une pause dramatique, ses yeux perçant ceux de son fils. « Ou tu peux continuer à te comporter comme une personne gâtée, arrogante et sans caractère, et dans ce cas je te garantis devant tous les présents ici, tu ne verras pas un seul euro de mon héritage, tu ne remettras jamais les pieds dans mon cabinet, tu seras exclu de cette famille, et tu pourras expliquer à tous tes amis et collègues pourquoi ton propre père t'a publiquement déshérité et renié le jour de ton mariage. » La menace pesait lourdement dans l'air. Julien regarda son père, puis moi, puis Camille, dont les larmes coulaient encore. Son visage traversa toute une gamme d'émotions, choc, colère, défi, peur, panique et finalement quelque chose qui ressemblait à un vrai remords. Lentement, très lentement, Julien se leva. Ses mains tremblaient, son visage était cendré. Il fit les quelques pas vers notre table, et devant tous les 120 invités du mariage, devant sa famille, ses amis, ses collègues, il se mit à genoux à côté de ma chaise. « Pierre, dit-il d'une voix qui tremblait d'émotion et de honte, je te demande pardon. Ce que j'ai dit n'était pas seulement faux, c'était méchant, cruel et impardonnable. Tu es un homme formidable, un père extraordinaire, et moi, je suis un imbécile gâté qui ne savait pas ce que signifie la vraie force et l'amour. » Je le regardai profondément dans les yeux. Pour la première fois depuis que je le connaissais, je n'y vis pas d'arrogance ou de condescendance, mais une vraie peur, une vraie honte et peut-être le début d'une vraie compréhension. « Julien, dis-je assez doucement mais assez clairement pour que tous puissent l'entendre, je te pardonne. Mais pas pour toi. Je te pardonne pour ma fille, qui t'aime, même si tu ne l'as pas mérité aujourd'hui. Et je te pardonne parce qu'un homme qui s'humilie et demande pardon devant 100 personnes peut peut-être encore apprendre ce que signifie être vraiment un homme. » Je lui tendis ma main, cette main marquée par des décennies de dur labeur, avec des callosités et de petites cicatrices. Julien la saisit des deux mains, et pendant un moment je vis dans ses yeux quelque chose que je n'y avais jamais vu auparavant, un respect vrai et profond.
Henri reprit le microphone. Maintenant, chers invités, nous pouvons continuer cette fête. Mais je veux que vous vous souveniez tous de ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'union de deux jeunes gens. Nous célébrons les vraies valeurs, l'amour, le sacrifice, la dignité et le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Il leva son verre. Je veux porter un toast. À Pierre Dubois, à l'homme qui a rendu tout cela possible en élevant une fille merveilleuse avec un amour inconditionnel, un sacrifice inlassable et un dévouement inébranlable. À un vrai héros, à un vrai homme, à un père comme j'aurais dû être. Tous les 120 invités se levèrent comme un seul homme. À Pierre, crièrent-ils en chœur, et leurs voix résonnèrent dans les jardins du château. Je restai assis, complètement submergé par l'émotion, par le tournant des événements, par la reconnaissance soudaine après des années d'humiliation silencieuse. Camille tenait toujours ma main, Julien était resté debout à côté de nous, et pour la première fois depuis que je le connaissais, il semblait vraiment avoir compris ce qu'il avait fait. Le reste de la fête fut comme un événement complètement différent. Les gens venaient vers moi, non par pitié ou politesse, mais avec un vrai respect et une vraie admiration. Des dames élégantes me racontaient en pleurant leur propre père qui avait fait des sacrifices similaires. Des hommes d'affaires prospères me serraient la main en disant qu'ils auraient aimé avoir le courage de se battre ainsi pour leurs enfants. De jeunes couples me demandaient conseil sur comment construire une relation si forte avec leurs enfants. Un juge âgé, ami de la famille Moreau, vint vers moi et dit « Monsieur Dubois, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, mais rarement quelqu'un avec autant de caractère et de dignité. Votre fille peut être fière. » Une jeune médecin, amie de Camille, me raconta, mon père était aussi ouvrier. J'ai toujours eu honte, mais après aujourd'hui je suis fier de lui. Vers le soir, Henri s'approcha de moi à nouveau. Pierre, pouvons-nous parler encore une fois en privé? Nous allâmes dans un coin tranquille du jardin, où de vieilles roses grimpaient sur un mur de pierre. Je veux te dire quelque chose, commença Henri, que je n'ai jamais dit à personne. Ce que j'ai fait aujourd'hui n'était pas seulement de la justice. C'était aussi de la prise de conscience et de l'envie. Je le regardai avec surprise. Tu vois, continua-t-il, je suis aussi père. J'ai donné à Julien tout ce que l'argent peut acheter, la meilleure éducation, les meilleures écoles, les voyages, les voitures, les vêtements, les contacts. Mais je ne lui ai jamais donné ce que tu as donné à Camille, un amour inconditionnel, une vraie attention, le sentiment d'être aimé pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il accomplit. Il regarda vers Julien, qui parlait avec Camille et avait l'air très sérieux. Tu as élevé une fille extraordinaire avec rien d'autre que l'amour. J'ai élevé un fils médiocre avec tout le luxe du monde. Lequel de nous deux a été le meilleur père? Lequel de nous deux peut être fier de son enfant? Henri, dis-je, il n'est jamais trop tard pour être le père que tu veux être. Julien a appris une leçon importante aujourd'hui, et il l'a apprise de toi. Tu lui as montré que le caractère est plus important que l'argent, que le respect est plus important que le statut. Il sourit tristement. J'espère que tu as raison, Pierre. J'espère vraiment qu'il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour l'amour, répondis-je. C'est ce que j'ai appris de Sylvie. Ce soir-là, quand la fête se termina et que les derniers invités partirent, Camille m'accompagna à ma voiture, une vieille Opel fiable que je m'étais achetée d'occasion il y a 2 ans. Papa, dit-elle alors que nous marchions dans les jardins illuminés, pouvons-nous parler? Vraiment parler, comme nous ne l'avons pas fait depuis longtemps. Nous nous assîmes sur un banc sous un vieux tilleul. Papa, commença-t-elle, j'ai toujours su combien tu avais sacrifié pour moi. Mais je n'ai jamais eu le courage de le dire devant Julien et sa famille. J'avais peur qu'ils me voient différemment, qu'ils pensent que je n'appartenais pas à leur monde. Et maintenant, lui demandai-je. Maintenant je sais que si quelqu'un me voit différemment parce que mon père est gardien au lieu d'avocat, alors cette personne ne mérite pas de me connaître. Maintenant je sais que tu es l'homme le plus riche du monde, riche en amour, en caractère, en tout ce qui compte vraiment. Elle prit mes mains dans les siennes. Papa, je veux que tu saches, tout ce que je suis, tout ce que j'ai accompli, je te le dois. Pas seulement l'argent que tu as économisé pour mon éducation, mais ton exemple. Tu m'as montré ce que signifie être fort,
ce que signifie se battre pour les gens qu'on aime, ce que signifie ne jamais abandonner. Des larmes coulaient sur mes joues. Camille, tu as toujours été ma plus grande fierté. Pas à cause de tes notes ou de ton travail, mais à cause de la personne que tu es. Je veux te faire une promesse, dit-elle. À partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus jamais personne te manquer de respect. À partir d'aujourd'hui, je m'assurerai chaque jour que tu saches combien je t'aime et te respecte. Quand nous arrivâmes devant ma maison à Belleville, elle m'embrassa encore une fois. Je t'aime, papa. Et je suis si fier d'être ta fille. Cette nuit-là, dans mon petit appartement propre, je regardais longtemps les photos de Sylvie sur la table de nuit. Nous avons réussi, mon amour, chuchotai-je. Notre petite fille n'est pas seulement heureuse, elle sait enfin qui est vraiment son père. Dans les semaines et mois qui suivirent, tout changea. Julien venait me voir régulièrement, non par obligation, mais parce qu'il voulait vraiment apprendre. Il me posait des questions sur ma vie, mes expériences, mes opinions. Lentement, je découvris sous sa façade arrogante un jeune homme incertain qui avait passé toute sa vie à essayer de répondre aux attentes impossibles de son père. « Pierre, me dit-il un jour alors qu'il m'aidait à réparer un robinet cassé dans ma cuisine, puis-je te demander quelque chose? Comment as-tu fait pour être si fort quand Sylvie est morte? Comment as-tu fait pour ne pas abandonner, ne pas devenir amer? » Julien, répondis-je en lui montrant comment installer correctement un joint, la force ne vient pas du fait de ne jamais tomber. La force vient du fait de se relever à chaque fois qu'on tombe, pour les gens qu'on aime. Et l'amertume est un luxe qu'un père célibataire ne peut pas se permettre. Henri tint parole. Julien dut désormais vraiment travailler au cabinet, non plus comme le fils gâté du patron, mais comme un avocat qui devait prouver sa valeur par le travail acharné et la compétence. Et lentement, très lentement, il commença à devenir l'homme que Camille méritait. Aujourd'hui, 3 ans après ce mariage mémorable, je suis grand-père de 2 beaux enfants, la petite Sylvie, nommée d'après sa grand-mère, et le petit Pierre, nommé d'après moi. Julien a insisté pour donner à tous les 2 mon nom de famille comme deuxième nom, Sylvie Dubois-Moreau et Pierre Dubois-Moreau. Quand je les tiens dans mes bras, je pense souvent à quel point la vie est étrange et merveilleuse. Un toast cruel et humiliant s'est transformé en mon plus grand triomphe. Non pas parce que j'aurais pris ma revanche, non pas parce que j'aurais humilié quelqu'un qui m'avait humilié, mais parce que finalement tous les gens autour de moi ont vu et reconnu qui je suis vraiment. Je ne suis pas seulement un gardien qui a échoué dans la vie. Je suis un père qui a réussi dans la seule chose qui compte vraiment, élever une fille qui rend le monde meilleur et plus aimant. Julien est aujourd'hui un homme différent. Il travaille dur, il respecte les autres personnes indépendamment de leur statut social, et il est devenu un mari et père aimant. Parfois, quand nous sommes ensemble et qu'il joue avec ses enfants, je vois dans ses yeux une gratitude qui me touche. « Pierre, m'a-t-il dit récemment, je sais que je ne pourrai jamais réparer ce que je t'ai fait. Mais je veux que tu saches, tu as fait de moi un homme meilleur. Tu m'as montré ce qu'est la vraie force. » Henri et moi sommes maintenant devenus amis. Nous nous rencontrons régulièrement pour jouer aux échecs, et il me raconte souvent combien il a changé depuis qu'il me connaît. Tu m'as montré, m'a-t-il dit une fois, que le succès ne se mesure pas à combien d'argent on gagne ou quel titre on porte, mais à combien d'amour on donne et combien de vies on change pour le mieux. Aujourd'hui, je travaille toujours comme gardien dans la même école primaire Jules Ferry dans le 11e, mais maintenant avec un sentiment complètement différent et une nouvelle perspective sur ma vie. Les enfants me connaissent affectueusement comme Papy Pierre, non pas parce que je suis leur grand-père biologique, mais parce que je suis là pour eux chaque fois qu'ils ont besoin de moi. Quand la petite Sylvie et le petit Pierre grandiront, je leur raconterai l'histoire de leur grand-père Pierre. Je leur dirai que ce qui compte n'est pas ce qu'on fait dans la vie, mais comment on le fait. Je leur dirai que la dignité ne peut pas s'acheter avec de l'argent, mais se gagne par les actes et le caractère. Je leur dirai que le vrai amour n'a pas besoin d'applaudissements, mais les mérite toujours. Ce soir de mai, dans un château élégant aux portes de Paris, j'ai appris une des leçons les plus importantes de ma vie. La justice vient parfois quand on s'y attend le moins, et souvent par la voix de ceux dont on ne l'aurait jamais attendu. Les vrais héros ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent toujours, par amour, par devoir, par la conviction profonde que ce qui est juste doit être fait.
Ma vie a fait une différence. Chaque jour. Et c'est le seul héritage qui compte vraiment. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a mis les larmes aux yeux, alors appuyez maintenant sur le pouce en l'air. Cette histoire est dédiée à tous les pères et mères qui luttent en silence, qui se sacrifient, qui doutent s'ils sont assez bien. Vous êtes des héros. Écrivez dans les commentaires. Connaissez-vous un père comme Pierre, qui a tout sacrifié pour ses enfants? Avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un a reconnu votre vraie valeur quand vous vous y attendiez le moins? Quels sacrifices vos parents ont-ils fait pour vous que vous ne comprenez qu'aujourd'hui? Votre histoire pourrait changer la vie d'un autre père ou d'une autre mère qui doute en ce moment. Parfois les gens ont juste besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires qui montrent que la vraie grandeur ne réside pas dans la richesse, mais dans l'amour que nous donnons. Car chacun mérite d'être vu et apprécié. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Vous ne savez jamais le cœur que vous pourriez toucher.